Pendant que de l'autre côté, M. Alassane Ouattara a envoyé des encagoulés pour retirer Kouwa Justin. Lui, il est serein, concentré et continue la mobilisation. Mais n'hésite pas à placer quelques petits mots sur ceux qui essayent de faire un enlèvement. Vraiment, il est temps que le pouvoir RHDP de M. Alassane Dramane Ouattara, pouvoir illégal, illégitime, au moins respecte les adversaires politiques. Aujourd'hui, l'Afrique est en train d'avancer avec les jeunes leaders qui ne font que sortir comme des arbres qui poussent. Nous avons encore dans d'autres pays des dictateurs qui veulent se maintenir. Et pour ça, ils utilisent n'importe quel moyen. Nous approchons des élections locales qui vont se tenir le 2 septembre en Côte d'Ivoire. Et le PPACI aura les candidats. Les candidats qui, à l'heure actuelle, sont en train de se présenter et de passer certains messages au peuple. Et Kouwa Justin fait partie de ceux-là qui passent partout pour mobiliser. Pour toujours remobiliser les troupes, leur dire, la bataille finale arrive en 2025, mais avant, il y a une bataille que nous devons mener en septembre. Et nous avons besoin de vous, tous nos militants. Nous avons besoin de ces militants pour l'alliance qui s'est formée entre le PPACI et le PDCI-RDA. À côté de ça, vous avez le RHDP qui, comme à son habitude, ne sait pas se battre avec des propositions. Et ils ont l'habitude de se battre avec des intimidations, avec des menaces, avec des emprisonnements, avec des chantages, avec des tentatives de corruption. C'est toujours comme ça qu'ils se battent. Ils n'ont pas là, c'est-à-dire, ils ne sont pas sachants en domaine de politique. Pour eux, la politique, c'est la force. C'est celui qui se maintient en mettant l'autre au pouvoir. Ils oublient que la politique, c'est quelque chose qui nous fait rêver. C'est quelque chose de beau. Quand tu as en face de toi deux politiciens qui peuvent débattre, discuter et que chacun expose ce qu'il peut vous proposer, ça fait tellement du bien. Quand vous assistez à un débat télévisé entre Marine Le Pen et Macron, je pense que ça émeut tout le monde. Nous sommes tous satisfaits. Quand en 2010, nous avons assisté au débat Alassane Ouattara, Laurent Gbagbo, ça a plu à tout le monde. Mais aujourd'hui, avec Alassane Ouattara, c'est plus possible que des choses comme ça arrivent. Oui, lui, il a commencé à gagner aux élections avec un pourcentage de 90%, de fois 92%, et les opposants avec le reste. Quelque chose qui n'est absolument pas possible. Voilà donc la Ouattari aujourd'hui qui veut tout faire pour arrêter Kouwa Justin. Je ne sais pourquoi. Peut-être parce que dans ses mobilisations, il dit certains propos. Il dit la vérité, ce que le RHDP n'aime pas entendre. Ils aiment quand on les fait allégeance. Exactement comme Charles Blé Goudé, depuis son retour, ne fait que parler la paix, la paix, la paix. Il parle même de la paix plus que ceux qui sont au pouvoir. Et c'est ce que M. Ouattara aimerait avoir de tout le monde. La team, ceci étant dit, je vous laisse écouter ici Kouwa Justin, le véritable concerné de ce problème. Au moment même où je suis en train de parler, il me revient que des gens encagoulés sont à Korogo, sont arrivés depuis hier. De m'enlever et ils y sont encore actuellement. Ils m'attendent. Et comme je vais partir à Korogo demain, peut-être qu'ils vont me dire pourquoi ils m'attendent. Mais en attendant, je vais faire la mission pour laquelle je suis venu à Atekoubé. Les vieux, vous vivez à Atekoubé. Les mamans, vous vivez à Atekoubé. Vous tournez à longueur de journée, de quartier en quartier, de village en village, de famille en famille à Atekoubé. Et vous voyez comment Atekoubé est. Est-ce que ça vous plaît? Est-ce que ça vous plaît? Est-ce que c'est plaisant de vivre à Atekoubé dans ces conditions-là? Est-ce que l'État ne peut pas prendre aussi la responsabilité d'investir à Atekoubé? C'est de ça qu'on parle. On parle, et depuis là, quand je dis, les gens pensent qu'on va trop. Mais nous parlons pour demander au RHDP quel est le modèle de société qu'ils offrent aux Ivoiriens. Ça, je comprends bien. Quel est le modèle de société
que le RAIDP offre aux Ivoiriens. Parce qu'avec tout ce parcours-là, et qu'on accède à la tête de l'État, on doit être capable d'avoir un nouveau pacte social avec les Ivoiriens. Quel est ce pacte social entre le RAIDP et les Ivoiriens? Quel est ce pacte social que le RAIDP propose aux Ivoiriens? Vous voyez? Est-ce que vous en connaissez? Est-ce que vous en connaissez? Mais peut-être parce qu'ils ne savent pas ce qu'on appelle un modèle de société. Ce n'est pas de leur faute, hein? Peut-être qu'ils ne savent pas ce qu'on appelle un modèle de société. Alors je vais leur dire, je vais être pédagogique sur ce point-là. Quand le président Laurent Gbagbo voulait s'engager avec ses amis en politique, ils ont vu que c'était la pensée unique. Vous vous en souvenez? Ce que Houphouët-Boigny a dit, ce que le PDCI a dit là, c'est ça que toute la Côte d'Ivoire fait. D'abord, Laurent et ses amis ont dit, il faut qu'on se batte pour qu'il y ait le multipartisme, pour qu'il n'y ait pas un seul parti, mais pour qu'il y ait plusieurs partis. Lui et ses amis se sont battus. Leur premier objectif, c'était le multipartisme. C'était pour que la pensée plurielle triomphe sur la pensée unique. Premier objectif. Deuxième objectif, ils disent, nous on ne peut pas prendre les armes. Parce que les armes ne sont pas des natures à construire le bonheur d'un peuple. Nous là, on fait le choix des urnes. Mais pour qu'on gagne dans les urnes, il faut qu'on ait un minimum d'acquis. Ils se sont battus pour qu'advienne l'alternance démocratique pacifique, l'urne transparente, le bulletin unique, le vote des jeunes à 18 ans, et puis la CEI. Vous en souvenez? C'était le deuxième objectif. Quand ils ont eu ça, ils disent maintenant, on peut aller à la conquête du pouvoir. Le troisième objectif. Le quatrième objectif, c'est la gestion autrement du pouvoir. Mais la gestion autrement du pouvoir, le président Laurent Gbagbo et ses amis ont intitulé ça la refondation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le président Laurent Gbagbo et ses amis disent, quand nous on accède au pouvoir, voici le modèle de société que nous allons proposer aux Ivoiriens. Une société d'égaux. Ça veut dire quoi? Une société où le pauvre et le riche sont même chose devant la loi. Une société d'égaux. Une société de solidarité. Ça veut dire quoi? C'est une société où la richesse du pays, c'est que les contribuables que nous sommes, le cacao, la vente du cacao, du café et autres, les richesses du pays vont être au service de tous les enfants du pays en difficulté. C'est pourquoi il a imaginé, lui et ses amis, ce qu'ils ont appelé l'assurance maladie universelle. C'était pour que le social soit dans les couches, dans les familles, dans les quartiers, dans les villages. Et que l'Ivoirien qui est malade ne puisse pas mourir pour une ordonnance de 2500 francs. Mais qu'il se rende à l'hôpital et que l'État puisse le prendre en charge et gérer sa santé. Une société de solidarité. Mais également une société de partage. C'est que la richesse du pays, là, ça ne rentre pas dans les poches de Gbagbo Laurent. Ça ne rentre pas dans les poches de ses amis ou de ses ministres. Mais la richesse du pays, là, il fait en sorte que ça puisse bénéficier à tous les Ivoiriens et à toutes les Ivoiriennes du pays. Comment? L'école gratuite, obligatoire. Il donne les fournitures scolaires. Vous l'avez suivi ça? Il donnait les fournitures scolaires et il demandait même aux enfants de pauvres ne pouvaient pas coudre les kaki, d'abandonner cette histoire de kaki et qu'ils puissent aller à l'école pourvu qu'ils aillent à l'école. Et pour qu'ils puissent aller, on leur donnait les fournitures scolaires parce que l'État voulait que les richesses du pays puissent profiter également aux pauvres.
mais aussi une société de justice. Ça veut dire que si tu as un problème de terrain et que tu vas à la justice parce que tu n'as pas de ballon, même si tu as tous les papiers, tu peux perdre ton terrain. D'abord dit, nous faut construire une société de justice pour que le pauvre et le riche, leurs différends soient réglés par la loi. Et que la loi ne tranche pas en faveur du pauvre et en faveur du riche parce qu'il est riche, et que la loi ne tranche pas contre le pauvre parce qu'il est pauvre. D'abord a proposé un modèle de société aux Ivoiriens. Quel est le modèle de société qui est RIDP? C'est ça que moi je veux comprendre. Quel est leur modèle de société? Les arrestations, ça ne peut pas être un modèle de société. Les enlèvements, ça ne peut pas être un modèle de société. Les emprisonnements, ça ne peut pas être un modèle de société. Ça ne peut pas être un modèle de société. L'illégalité, si tu n'as pas d'amis au RHDP, si tu n'as pas de bras et que tu as un problème, mais tu as ton problème. La loi n'est pas là pour régler ton problème. La loi est au service des plus forts contre les plus faibles. Voici un modèle de société. Une société où on ne doit pas parler. Alors que Babo proposait un modèle de société basé sur la démocratie, eux ils disent, si tu parles, si tu critiques, on va t'arrêter. Donc, la presse est bâillonnée. Vous voyez des journalistes qui sont obligés, au lieu d'écrire, de faire des analyses, d'inventer des buzz pour qu'on les adapte. Par exemple, si tu es journaliste, que tu fais une analyse qui ne plaît pas au régime RHDP, on t'arrête. Ou bien on suspend ton journal. J'ai dit, le RHDP nous propose quel modèle de société. Voici le vrai débat. Et quand il a dit quel est le modèle de société que vous proposez, ils disent on fait route. La route, ce n'est pas un modèle de société. La route, c'est un programme de gouvernement. Les ponts, c'est un programme de gouvernement. Les péages, c'est un programme de gouvernement. C'est différent d'un modèle de société. Quand un pays a traversé une crise qui a duré dans le temps, qu'un pays est allé même jusqu'à des tentatives de coup d'État qui sont transformées en rébellion, qu'un pays a connu une rébellion pendant 10 ans, qu'un pays a été divisé pendant 10 ans, quand on vient au pouvoir après cette crise-là, le premier objectif du chef de l'État, c'est comment réconcilier tous les enfants et toutes les filles du pays. Vous avez remarqué ça, le président Laurent Gbagbo, quand il prend le pouvoir en 2000, il se rend compte que le président Nicolas Bédié est en exil. Il se rend compte que le premier ministre Alassane Ouattara est en exil. Ce sont les têtes fortes du pays. Gbagbo est président. Il se rend compte que Guy Robert, qui a assuré la tradition, s'est replié dans son village natal. Qu'est-ce que Gbagbo fait? Il dit non, c'est vrai, je suis président, mais il faut que je songe à construire l'unité nationale, la réconciliation, la cohésion nationale. Et qu'est-ce qu'il fait? Par les moyens de l'État, il s'en va prêter pour que Guy Robert revienne. Par les moyens de l'État, il fait en sorte que le président Nicolas Bédié rentre. Il fait en sorte que le premier ministre Alassane Ouattara rentre. Mais ce n'est pas par faiblesse, mais parce qu'il est soucieux de la cohésion nationale. Alors, quand on a traversé une crise pendant 10 ans, et que Dieu t'a fait grâce de te mettre à la tête de cet État, ton premier souci, ce n'est pas les arrestations, ce n'est pas les enlèvements, mais ton premier souci, c'est la cohésion nationale, c'est la réconciliation des cœurs. Parce qu'effectivement, il y a eu des cœurs meurtris,
il y a eu des blessés par endroit, il y a eu des familles endeuillées par endroit. Le chef d'État, il se met au-dessus de tout ça et puis réconcilie les cœurs. C'est ça qu'il fait avec méthode. Et quand il sait que le pays est réconcilié et que les Ivoiriens vivent en frères, et que l'ennemi n'a plus peur du bourreau, et que le bourreau ne fait pas peur au Sérifo, et que le Sérifo ne fait pas peur au Guéré, et que le Guéré ne fait pas peur au Kabana, mais ils se voient tous en frères. Le chef d'État maintenant songe à faire des infrastructures pour que le peuple soit vu à l'extérieur comme un peuple réconcilié. Il se donne les moyens de se construire, de se projeter et de construire sa prospérité. Parce que quand on nous dit, quand je leur demande quel est le modèle de société du RAGP, on me dit, regarde les pompes. On dit, regarde les péages. Mais sur le point des péages, il y a deux choses. Première chose, le président Houphouët-Boigny a eu à niquer cette Côte d'Ivoire, une Côte d'Ivoire de grandeur. Il n'a pas eu le temps. Et puis le président Pétier, vous vous souvenez, il a fait des grands, les 12 chantiers d'éléphants d'Afrique. Les 12 chantiers d'éléphants d'Afrique. C'était prévu. C'était prévu. Quand le président Gbagbo est venu, il a vu tout ça là, les 12 chantiers, tous les projets sur sa table. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a cherché le financement de ce projet-là. Houphouët a eu l'idée, Bédié a conçu ça dans les 12 chantiers d'éléphants d'Afrique. Gbagbo a cherché le financement. Au moment où on va amorcer sa réalisation, il y a tentative de coup d'État, il y a rébellion. Naturellement, si tu n'es pas de mauvaise foi, un pays en guerre n'investit pas dans les infrastructures. Un pays en guerre est préoccupé à faire face à la sécurité nationale. Si tu n'es pas de mauvaise foi, tu sais qu'un pays qui fait face à une rébellion, à des soldats au front, et ces soldats doivent être entretenus moralement, psychologiquement, mais ils doivent être nourris, ils doivent avoir l'équipement. Le chef d'État, naturellement, doit être préoccupé à la sécurisation de son territoire, et non à les faire peur. Et malgré ça, bien que le pays soit divisé en deux, Gbagbo, conscient que les Ivoiriens ne devraient pas rester dans la misère et la pauvreté, vous vous rappelez, il a transformé et changé le statut des enseignants pour que les enseignants soient heureux de faire le métier d'enseignement. Il a revu le statut des policiers pour que les policiers soient heureux d'assurer la sécurité des biens et des personnes. Il a revu même le statut des magistrats pour que les magistrats soient indépendants et ne dépendent pas de l'exécutif. Mais que les juges soient libres de dire le droit sans qu'ils soient un tiers.